Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Tête-à-Tête avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, on va regarder l'actualité politique internationale et vous suivez tout de suite mon regard, la guerre en Iran, avec notre spécialiste, docteur Camille Chalmers, docteur Larose, Chalmers Larose. On va regarder ensemble euh, d'abord ce qu'on sait. Tu sais, dans cette guerre qui oppose l'Iran contre Israël avec très forte implication des États-Unis. On parlera des frappes massives, de ce qu'on sait des deux côtés, avec des milliers de morts et des destructions importantes, parce qu'on n'a pas toujours le bon bilan. L'Iran qui continue de riposter et qui affirme aujourd'hui encore que ses capacités militaires ne sont pas détruites. Donc le conflit s'étend dans toute la région, au Liban, dans le Golfe Persique et touche même les marchés mondiaux, pétrole et autres marchés. Donc ce n'est pas une guerre courte, mais surtout ce dont on se rend compte, ce n'est pas une guerre contrôlée. Je me trompe peut-être, et c'est pour ça qu'on invite Chalmers pour en discuter. D'abord, bonjour. Ben, bonjour Jean-Emmanuel. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui, hein. Le plaisir est toujours le même, comme tu le sais. On va droit au but. D'abord, Chalmers, qu'est-ce qui motive cette guerre? C'est difficile à dire étant donné le cafouillage qui entoure le plan d'intervention et aussi la mécanique qui entoure cet engagement-là, cet engagement militaire-là. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été évoquées, soit par les belligérants eux-mêmes, c'est-à-dire Israël et les États-Unis, ou encore par les observateurs et les analystes en général. Mhm, La principale motivation semble être, selon ce que disent les autorités américaines et israéliennes, mhm, la volonté de ces deux pays-là de mettre fin au programme nucléaire iranien pour de vrai, mhm, étant donné que la guerre de septembre dernier n'a pas abouti à, selon ce qu'ils disent, à détruire complètement le programme nucléaire. ouais, L'autre enjeu, c'est aussi détruire les capacités balistiques iraniennes à frapper Israël, etc. mhm, Et, euh, et l'autre possibilité aussi, c'est l'émiettement du territoire iranien dans le style de la Syrie, dans le style de la... étant donné que euh, euh, détruire la capacité de l'Iran mhm, à être un État capable à l'avenir d'atteindre ses objectifs stratégiques. mhm, Donc, il y a ces objectifs-là non déclarés, mais il y a aussi des objectifs économiques. Les objectifs économiques ont été prononcés par Netanyahou lui-même, c'est-à-dire c'est couper la possibilité du détroit d'Ormuz à être le principal lieu de transport, lien de transport entre le Moyen-Orient et l'Ouest et les pays de l'Europe. Et par la suite, mettre en place une sorte de voie de navigation alternative par des pipelines qui contourneraient ce canal-là. Parce que, bon, les gens doivent comprendre, dans l'actualité, aujourd'hui, on parle beaucoup du canal d'Ormuz, mais c'est un canal qui a toujours été au cœur à la fois de convoitise, mais aussi de conflits. Pour être précis, beaucoup de gens croient que le canal, parce que Donald Trump est en train de demander le support pour l'accompagnement de bateaux, etc. Mais le canal n'est pas piégé en ce moment, Chalmers, puisque
l'Iran continue de faire des livraisons importantes. D'ailleurs, on dit que le commerce n'a jamais été aussi florissant pour l'Iran depuis le début du conflit. Certainement. Bon, petite rectification, ce n'est pas un canal, c'est un détroit. Oui, d'accord. C'est-à-dire une voie de navigation qui lie une voie à un canal. Donc, c'est-à-dire que ce détroit-là va lier la navigation avec le canal de Suez, Très bien. en passant par le contournement autour du Yémen, en face de la Somalie. Et c'est là qu'on va emprunter le canal de Suez en haut. Euh, donc, oui, il y a certainement les raisons, il y a une rationalité économique derrière tout ce qui est en train de se passer aussi. Euh, donc, le comportement du marché devient aussi le régulateur de ce conflit aussi. C'est ça qui est intéressant à regarder, Mhm. dans la mesure où les États-Unis ont délibérément cherché à faciliter les exportations de pétrole de l'Iran vers le marché mondial, Ouais. pour une raison simple. Et c'est pour cela aussi que quand Israël a bombardé les sites pétroliers iraniens, le président américain n'était pas du tout d'accord avec cette stratégie-là. Pour le président américain, plus il y a du pétrole qui rentre sur le marché mondial, plus ça va faire baisser le prix du pétrole. Et Avec moins, avec les conséquences sur la grande inflation qui est en train de menacer les États-Unis, mais aussi l'Europe et le reste du monde. certainement. Parce qu'on croit qu'on pourrait se retrouver avec un nouveau choc pétrolier. On regardera ça un peu plus tard. Mais pour le moment, toutes les analyses laissent croire d'abord que c'est un conflit qui va durer avec la perspective d'un vrai choc pétrolier. Oui, tous les indices, tous les indicateurs nous laissent croire qu'on on va dans cette direction-là, étant donné que la production va certainement baisser, Ouais. puisque les sites pétroliers et gaziers de l'Irak, du Qatar, des Émirats et de l'Arabie saoudite ont été sérieusement endommagés par les répliques iraniennes. Mhm. Tout l'espoir que on va dans cette direction-là. Donc, les pays qui ont du pétrole disponible sont encouragés à mettre ce pétrole-là sur le marché. Mhm. Donc, l'Iran, étant un pays producteur, normalement, a la possibilité de mettre son pétrole sur le marché. La Russie, étant un des pays les plus importants en termes de production pétrolière et gazière, est aussi encouragé à mettre son pétrole sur le marché et les Américains ont levé les sanctions qu'il y avait sur Ah, la Russie je, pour y arriver. je pensais que tu allais passer à pieds joints sur quand on dit qu'il n'y a pas en politique internationale qu'en relation internationale, il n'y a pas d'ennemi éternel ni d'amis éternel. On se rend compte qu'en plein, parce que la guerre en Ukraine se poursuit là en ce moment, mais pour des raisons stratégiques, ponctuelles, les Américains décident de lever l'interdiction. Bon, ils disent pour 30 jours, lever l'interdiction sur la Russie parce que il y a la Chine, il y a l'Inde qui trépignent et qui se disent ce que vous êtes en train de faire dans le Golfe en ce moment risque d'avoir des conséquences sur les relations aussi qui sont établies. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains veulent se rapprocher de l'Inde et les Chinois aussi sont nécessaires. Et là, en ce moment, on préfère lâcher la bride un peu à Vladimir Poutine. Ah, très certainement, parce que ce qui est important ici, c'est la logique du marché mondial qu'il faut regarder. C'est pas seulement parce que les acteurs ne sont pas des acteurs irrationnels. Ok. Ce sont des acteurs qui suivent, disons, des comportements qui rentrent dans une logique plus ou moins rationnelle. Ils surveillent exactement le comportement de la bourse, et en particulier en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique. Ils surveillent aussi le comportement de leurs industries respectives. Et donc la question de l'approvisionnement énergétique,
c'est la base de l'industrie de tous les pays, Ah oui, mais et très certainement les pays capitalistes là, avancés. là, Chalmers, tu vas devoir me convaincre, parlant de rationalité, euh, du comportement complètement hiératique du président américain et surtout de l'irrationalité de cette guerre et en termes d'évaluation et en termes de coordination. On a l'impression qu'il n'y a pas d'objectif réel par rapport à cette guerre et une des choses essentielles dans le petit livre de Sun Tzu sur la guerre, c'est qu'il faut d'abord un but, un objectif. Et on a l'impression qu'il n'y en a pas pour les États-Unis. Mais bon. Ben, il n'y en a pas de perceptible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire exactement c'est quoi le but de guerre comme tel. Et c'est ça qui semble distraire un peu les analystes. Euh, mais en ce qui concerne la question de la rationalité, ce que je voulais dire, c'est que finalement, c'est le marché qui va nécessairement ramener tout le monde à la raison, qui va corriger les comportements irrationnels. OK? Ok. Donc, la réalité s'installe devant nous, c'est-à-dire que maintenant, on fait face à une situation où il peut y avoir rareté au niveau de l'approvisionnement. Le rôle des États-Unis d'Amérique en tant que puissance hégémonique, c'est d'assurer un approvisionnement stable en ressources pétrolières pour à peu près tous les pays dont il a le contrôle. Remarquez bien aujourd'hui, la première ministre du Japon était aux États-Unis hier. Mhm. Euh, et ce qui était sur la table pour ce pays-là, c'était la nécessité et l'urgence même que ce pays s'approvisionne auprès de la Russie, parce qu'il n'y a plus de possibilité Ouais. que les bateaux, que les navires sortent du détroit d'Ormuz pour aller prendre le canal de Suez et pour aller desservir à la fois l'Europe et l'Asie en matière d'approvisionnement pétrolier. Ouais. Bon. Donc, ça, pour moi, c'est important de suivre le comportement du marché parce que c'est ça qui va déterminer en bout de ligne l'avenir de cette guerre-là. En tout cas, je vois le marché évoluer ces derniers jours en dents de scie. Un jour, on voit le coût du pétrole augmenter de manière vertigineuse. Un autre jour, ça descend. Ce qui est certain, c'est que ça va rester à la hausse parce que, Chalmers, il y a cette pression, entre guillemets, exercée par des pays européens, des pays de l'Occident, le refus de l'OTAN. D'ailleurs, l'OTAN n'est pas fait pour ce type d'opération non plus, d'autant que ce n'est pas un membre, si c'était le cas aux États-Unis, parce que les gens doivent comprendre, quand Donald Trump parle des États-Unis qui aident depuis plus de 40 ans, depuis 50 ans, l'OTAN, etc. Et c'est vrai que en cas d'attaque contre un pays de l'OTAN, tous les pays de l'OTAN sont là, mais dans ce cas-ci, c'est un pays de l'OTAN qui agresse, parce qu'on parle quand même d'une guerre d'agression. Donc, on voit des pressions de l'Europe, des pressions de l'ONU, des puissances aussi comme la Chine qui demandent des négociations, qui demandent un cessez-le-feu. Mais on a l'impression que cette désescalade diplomatique souhaitée est peu probable à court terme. Bon, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps sur la scène internationale. Mhm. OK? Il y a le comportement erratique des États-Unis et d'Israël qui se sont embourbés dans une situation où ils ne voient pas maintenant comment s'en sortir. Donc, ils étaient partis avec l'idée que ce serait une guerre rapide de quelques jours. Maintenant, ils sont là depuis au moins 3 semaines. Et au lieu d'affaiblir la résistance iranienne, ils ont contribué à la renforcer, étant donné que maintenant, pour une sortie de cette crise-là, de cette guerre-là, comme telle, c'est l'Iran qui possède les cartes, c'est-à-dire les termes de la paix.
en termes de l'Iran peut imposer maintenant les termes de cette sortie de la guerre, c'est-à-dire les termes de la paix. Mhm. Je crois que l'Iran a la possibilité d'exiger des garanties de sécurité, c'est-à-dire qu'est-ce que vous me garantissez et qui pourrait me faire croire que vous ne m'attaquerez pas dans 3, 4, 5, 6 mois. Quelle Oui. serait la garantie? Et c'est là, à mon avis, que les puissances rivales des États-Unis, c'est-à-dire la Russie et la Chine, Mhm. vont rentrer comme des garants de la sécurité de l'Iran dans une éventuelle négociation de paix qui arrivera très certainement. Donc, à mon avis, c'est là que ces puissances-là vont rentrer. Euh, Maintenant, le cas Parce que des Européens, Mhm. oui. Parce que s'ils ont ce que l'Iran a prouvé, c'est que le régime est encore en place et relativement solide. Les remplaçants se succèdent avec la stratégie de la pyramide ou de la mosaïque, comme on dit. La stratégie actuelle continue de fonctionner. Les dirigeants iraniens semblent toujours avoir le contrôle, un peu pour rejoindre ce que tu disais sur le fait qu'il va falloir compter avec l'Iran pour un arrêt, parce que bon, les guerres dans cette partie du monde ne sont jamais terminées, ne sont jamais finies, mais compter sur un effondrement possible du régime iranien après plusieurs semaines de bataille, là, c'est loin d'être garanti, Chalmers. C'est loin d'être garanti et on est plutôt, non, moi, ce que je dis, c'est que ça a renforcé le régime. Oui. C'est-à-dire, ce n'est plus une question, pour les Iraniens en ce moment, ce n'est plus une question, en fait, c'est ce que je vois, ce n'est plus une question d'une guerre entre Israël et contre le régime iranien, c'est contre l'État iranien. Donc, il y a une sorte de ralliement autour de la cause nationale Exact. et le problème du régime sera réglé plus tard. Maintenant, ce qui est important, c'est la sauvegarde de l'État, de l'Iran en tant qu'État-nation. Et le spectre Et de la destruction, comme ça s'est passé en Irak, en Libye, les exemples sont là. exactement. Mhm. Donc, et aussi éviter son morcellement. Ouais. Etc. Donc, c'est une Et puis question très, 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 les très États-Unis, les délicate et je crois qu'il États-Unis. y a plutôt un plus grand renforcement de la cause, un plus grand ralliement autour de la cause de l'État, Mhm. en dépit d'un rejet général du régime. Ouais. Et mais en ce moment, en termes de perspective, il faut regarder aussi le pilonnage qui se fait dans la région. Est-ce qu'on risque de voir vraiment un embrasement? Parce que bon, il y a l'Arabie Saoudite qui annonce qu'elle va riposter. On court là un risque de guerre régionale réelle parce que les autres pays jusqu'à présent avaient tenté tant bien que mal même de prendre leur distance par rapport aux États-Unis. Mais l'augmentation du pilonnage peut-être pourrait embraser pour vrai la région Chavez. Oui, et à ce niveau, l'Iran, encore une fois, a des cartes à jouer. Dans la plupart de ces pays-là, il y a des minorités chiites Mhm, qui sont très, très, très politiquement bien organisées et militairement structurées. Si l'Arabie saoudite décide de rentrer dans une guerre et frapper l'Iran, c'est mhm, sûr que ça mobiliserait les outils de la région. Les outils qui sont déjà au Yémen et qui n'attendent que d'être mobilisés en ce sens-là pour embraser complètement la région. Et les mhm, outils qui avaient déjà fait une guerre contre les États-Unis et qui avaient résisté, disons, en février dernier, en février 2025, qui avaient résisté très sérieusement contre les frappes américaines qui étaient destinées à les éradiquer. Donc, je ne pense pas qu'un embrasement régional ferait l'affaire des États-Unis, ni ferait l'affaire de l'Iran, ni ferait l'affaire non plus des États
des États du Golfe. du Golfe. Ce sont des États qui sont extrêmement fragiles. Ce sont des États-nations, je dirais, artificiels. Qu'il s'agit de l'Arabie Saoudite, qu'il s'agit des Émirats Arabes Unis, qu'il s'agisse du Ce Qatar. sont des constructions. Oui. Et en même temps, leur, leur destinée, à la fois économique et politique, dépend de la stabilité régionale, qui normalement doit permettre, disons, l'écoulement des produits pétroliers vers les marchés mondiaux. Et s'il n'y a pas cette stabilité-là, c'est des pays qui vont s'effondrer. Ouais. Et donc, ils n'ont pas intérêt à embraser la région non plus. C'est pour ça qu'ils n'ont pas riposté jusqu'à présent. Tu as évoqué la présence chiite, de chiites dans ces pays-là, qui pourrait avoir son poids aussi dans l'évaluation qui est en train de se faire. Ceci nous amène, justement, parlant de chiites versus sunnites, les chiites étant les Irakiens et quelques autres. Dans la nation de l'islam, c'est la tendance minoritaire et les sunnites sont majoritaires. Ceci nous amène à regarder la guerre autour de l'Iran qui ne peut pas se comprendre avec une seule cause. C'est un enchevêtrement où tu as évoqué par exemple le nucléaire, tu as évoqué à un certain moment la géopolitique, mais les gens disent qu'il ne faut pas écarter non plus la question de la religion. Cet enchevêtrement nucléaire, religion, géopolitique qui s'alimentent mutuellement et ça ne date pas d'hier, c'est depuis des décennies, Chalmers. Oui, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler les lignes de fond de la politique régionale. Très OK? bien. La ligne de fond de la politique régionale, c'est vraiment la question religieuse, c'est une question très, très importante. Je ne pense pas que c'est la question dominante dans Mhm, le cas de la guerre, mhm, mais c'est une question qui est toujours là, une question importante. C'est la question de fond dans les relations entre l'Iran et Israël comme telle. Même si il y a toute la question de la nucléarisation de l'État israélien qui a posé une menace pour la survie de la révolution iranienne, d'où la quête de la part de l'Iran de se doter d'une arme nucléaire pour équilibrer en quelque sorte Israël dans la mhm, région. ouais, Mais il y a aussi la question de fond, c'est-à-dire la question de l'établissement de l'État d'Israël dans la région, mhm, qui a toujours été une source de discorde entre l'Iran, en particulier l'Iran chiite, mhm, et l'État d'Israël comme tel. Et Israël a toujours perçu l'Iran chiite comme étant une menace existentielle pour l'État d'Israël. mhm. Et c'est pour cela que Israël cherche à détruire complètement cet État-là, Donc, donc, comme dans la perspective de satisfaire donc, sa propre existence. donc, ce que tu nous dis, si l'Iran obtient la bombe, il devient intouchable militairement, mais il va changer aussi totalement l'équilibre du Moyen-Orient. Et c'est pour ça qu'Israël considère cela comme une menace existentielle. Mais on ne peut pas écarter les États-Unis aussi, qui veulent empêcher une nouvelle puissance nucléaire, qui en plus serait une puissance qui lui est hostile. Bon, selon toutes les analyses et Mm. aussi les observations et mes propres considérations sur ces questions-là, l'Iran, même un Iran nucléarisé, ne poserait pas une menace existentielle pour les États-Unis d'Amérique. OK. Certes, ça poserait une menace certaine pour Israël, d'où la Mm. connexion entre Israël et les États-Unis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui détermine la politique régionale, la politique étrangère au Moyen-Orient, la politique étrangère américaine au Moyen-Orient? La Mm. politique étrangère américaine au Moyen-Orient est euh, déterminée de manière impressionnante par la sécurité d'Israël.
Ok. Et toutes les stratégies américaines au niveau régional sont dictées par les préoccupations israéliennes. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande euh, pression diplomatique et militaire exercée par l'État d'Israël sur les États-Unis en raison de de la mainmise Mhm. du lobby israélien, du lobby pro-israélien au niveau des cercles du pouvoir, à l'intérieur des cercles du pouvoir états-unien. Donc, il y a une très un très grand enchevêtrement de Mhm. la politique intérieure américaine avec la politique extérieure américaine au niveau du Moyen-Orient. Mhm. Et c'est à ce niveau que la connexion devient une connexion qui est complète et il est difficile de défaire cette connexion-là. C'est Et un c'est pour cela chemin. que la politique étrangère américaine au niveau de cette région, et même en général, ce n'est pas une politique étrangère qui est déterminée par le bon vouloir des partis politiques ou des individus au pouvoir aux États-Unis. C'est essentiellement une politique qui va au-delà des intérêts des partis, des partis et des partisans. Euh, donc, on notera Mhm. avec moi que qu'est-ce qui a mené ce pouvoir Mhm. républicain-là, ce pouvoir MAGA à la Maison-Blanche? Ok. C'est vraiment un discours pacifiste, un discours de rejet de toute notion de changement de régime, un discours que les États-Unis ne feront jamais une guerre non voulue, une guerre non provoquée. Mhm. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que fait les États-Unis en arrivant au pouvoir? Ils ont lancé des missiles contre les Houthis au Yémen. C'est la première, disons, brèche dans l'idée de départ. Mhm. Ensuite, ils ont fait un changement Du régime du cosmétique au Venezuela. Venezuela. Ils ont menacé à peu près tout le monde là-bas et ils se sont dirigés contre l'Iran. Ça, ce n'est pas des politiques réalistes, c'est des politiques néoconservatrices qui est la toile de fond de toute politique américaine depuis sa fondation. C'est-à-dire une politique qui est basée principalement sur l'utilisation de la puissance pour des intérêts bien compris Ok. soutenu par par disons, des considérations religieuses, des considérations démocratiques, des considérations de type de ce genre-là. Ok. Maintenant, on va regarder euh, comment cette guerre peut se terminer. Euh, Comme je l'ai souligné, pas évident qu'il va y avoir un gagnant dans cette guerre, ça va passer par des négociations parce que chacun des acteurs, Israël qui veut empêcher l'Iran d'avoir la bombe et réduire la menace militaire, l'Iran qui veut survivre à cette guerre, conserver son régime, mais surtout, après ça, rester quand même influent. Et puis, il y a les Américains qui veulent éviter une guerre totale, mais il faut affaiblir l'Iran. Donc, dans différents scénarios, OK? On pourrait évoquer un scénario où Israël, par exemple, gagne cette guerre. Mais est-ce que Israël peut occuper l'Iran? Est-ce que Israël peut détruire totalement le régime iranien? On Bon, regarde les possibilités des scénarios, enfin des scénarios. ben, il y a la probabilité, c'est qu'on parvienne et si c'est le risque aussi, c'est qu'on ait vraiment trois camps avec trois définitions de la victoire. Mhm, Le camp Trump peut décider que la victoire a rapport avec l'ouverture du détroit d'Ormuz mhm, et
la reprise de la circulation et de la fluidité du pétrole, la baisse des prix du marché pétrolier, en fait, des prix du pétrole sur le marché mondial, Mhm. et un affaiblissement de l'État iranien. Yeah. Ça peut être pour lui une victoire. Ça, c'est sa définition de la victoire. Mhm. Le camp israélien peut dire, peut continuer avec le même mensonge qu'on a détruit les capacités de l'Iran à reconstituer son programme nucléaire et on a nécessairement évacué la menace iranienne pour quelque temps. Ça, c'est ça, définition de la victoire. Le camp iranien peut crier victoire parce qu'ils ont résisté à, à l'assaut euh, conjoint de deux puissances régionales contre le régime et le régime a survécu en Là. dépit de toute situation. Ouais. Ok. Non seulement le régime a survécu, mais aussi a provoqué d'immenses dommages au niveau des intérêts américains dans la région. Mhm. Donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que la solution, c'est un accord politique. Comme la solution à toute guerre en général, la guerre n'a jamais résolu le problème et ne résoudra pas la situation actuelle. Ça sera un accord politique et, à mon avis, c'est pas un accord politique qui résoudra les peurs, les craintes et les espérances des parties en cause. Euh, donc, quelle serait, disons, la teneur d'un tel accord? D'abord, à mon avis, c'est les garanties de sécurité pour l'Iran, et c'est là qu'interviendra euh, 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 la Chine et les États-Unis d'Amérique. C'est aussi la levée des sanctions économiques contre l'Iran. C'est aussi peut-être quelque chose pour satisfaire les États occidentaux, c'est-à-dire déterminer le statut du détroit d'Ormuz pour Mhm. une fois pour toutes, quel serait son statut en droit international comme tel dans les, dans les, dans les conditions actuelles de la politique internationale. Et en même temps, ce qui pourrait faire partie d'un tel accord, c'est la question de euh, la reprise ou non du programme nucléaire iranien et l'AIEA aurait un rôle à jouer à ce niveau. Quel doit être le degré d'enrichissement, etc. On retourne à la case départ, c'est-à-dire L'accord de les 2015. négociations sur le nucléaire. Absolument. Et puis, revenir aussi à cet accord qui avait été obtenu par l'administration de Barack Obama. Ah, le JPCO, oui, c'est-à-dire, Absolument. Et donc, dans tout ça, puisqu'on va terminer une première partie, on reviendra dans les prochains jours avec les développements. Donc, si on veut être cynique, le vrai gagnant dans tout ça, ce sont les industries militaires qui profitent toujours des guerres. Il y a aussi des puissances extérieures. On a parlé des retombées pour un pays comme la Russie, hein, qui gagne en influence dans cette guerre contre l'Ukraine. Et surtout, ce qui est en train de se faire en ce moment, c'est que, comme toujours, dans toute situation de chaos, les cartes sont en train d'être aussi redistribuées. Israël peut frapper fort, mais n'arrivera pas, selon moi, à finir la guerre. L'Iran va tenir longtemps et avec beaucoup de possibilités de survivre à cette nouvelle crise. Les États-Unis euh, peuvent essayer d'amoindrir, d'incliner le conflit, mais ça va avoir un coût politique énorme pour un narcissique comme Donald Trump. Euh, en résumé, qu'est-ce qu'on doit attendre dans les prochains jours, Chalmers? Ce qu'on doit attendre, c'est dans les prochains jours, c'est vraiment je dirais qu'il va y avoir une réappréciation de la puissance américaine comme étant garante de la stabilité internationale. Euh, il va y avoir aussi de sérieuses questions adressées à la manière dont les États-Unis entendent imposer
sa puissance et sa capacité à obtenir des résultats stratégiques. Donc, c'est-à-dire que la question du rapport entre la puissance et les résultats politiques, c'est-à-dire est-ce que c'est tout le temps que le plus fort triomphe? Et est-ce que c'est toujours c'est tout le temps que la guerre apporte des résultats? Donc, on est arrivé à un moment où on va apprécier ces considérations-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 2000, 2003, l'invasion de l'Irak, qui n'a pas nécessairement apporté des résultats. C'était une guerre pour la propagation de la démocratie et autres, et une démonstration de la puissance américaine après l'humiliation des tours jumelles en 2001. Pas de résultats tangibles. Toute la question du bourbier afghan qui s'est terminé dans une sorte de grande catastrophe. Ensuite, on est passé à L'appel à l'aide qui a été lancé par Trump, c'est quand même exactement. un aveu, c'est un aveu de puissance par rapport à ce qui est en train de se passer là-dedans. Bien sûr. On est arrivé aussi à la question du démantèlement de l'État syrien, Mhm, qui a provoqué une sorte de qui a augmenté les tensions et les menaces régionales, et jusqu'à ce qu'on arrive avec la question iranienne, qui, au lieu de servir la cause de la paix, a, a, a a plutôt provoqué disons, des risques de catastrophe et d'abrasement total mhm. de la région. Donc, la question maintenant qu'on va se demander, c'est est-ce que les États-Unis peuvent encore prétendre à une capacité de leadership dans les crises mondiales? Et je crois que au niveau diplomatique, ça va être un affaiblissement de la parole américaine, mais aussi de sa capacité à convaincre non seulement les partenaires, mais aussi le reste du monde à suivre, disons, les directions et les orientations prises par la politique étrangère américaine. Il peut y avoir un risque où les États-Unis redeviennent euh, euh, de manière véritable seuls au monde, c'est-à-dire une puissance solitaire. Bon, Et une puissance solitaire, et ça augmentera en quelque sorte le processus de déclin de cette puissance-là dans la politique internationale. ouais. Mais bon, Et c'est le scénario le moins probable parce que justement, parce que c'est une hégémone, c'est une puissance hégémonique, ça, malgré les contrepoids qui vont s'affirmer de plus en plus, mais pendant un petit bout, on va devoir, ne serait-ce que forcer de compter avec dans certains conflits. Chalmos, on va revenir, et ça on promet, mais on revient parce que je veux renouveler l'engagement malgré le fait que tu vas avoir bientôt ton propre blog. Qu'est-ce que ça va être? J'imagine un blog politique d'analyse donc, politique. ça va être un bloc de politique internationale. C'est un podcast que je vais lancer qui va s'appeler Orbis 360. Et je suis dans les préparatifs. Ça va être un canal où je vais livrer mes réflexions sur les enjeux internationaux, les tensions, les conflits, les situations internationales, à la fois au niveau politique, économique et géopolitique et géostratégique. Donc, ça va regarder l'ensemble des situations internationales avec une préférence pour ma région à moi, qui est l'Amérique latine et les Caraïbes, mais sans oublier tout ce qui se passe en Asie, avec la Chine, Donc, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, en Afrique surtout. Donc, ça va être vraiment un espace de discussion, de mettre vraiment aussi de conscientisation sur la manière dont les enjeux internationaux déterminent exactement
ce qui se passe dans notre vie quotidienne, dans notre ménage, quand on va à l'épicerie exactement. On vit les relations internationales. Merci beaucoup, Chalmers Larose.